J'aurais dû le voir venir. À ce moment-là, la vie me semblait trop parfaite. C'était une belle soirée d'été, un vendredi soir. La bière que je sirotais était glacée. Sur le grand écran, les Cubs menaient les Cardinals 7-2 dans la cinquième manche. Ress, mon fidèle berger allemand, était couché en boule à côté de moi, presque endormi, ne se réveillant que lorsque je criais d'excitation devant les jeux des Cubs. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la télévision et de mes élans d'enthousiasme occasionnels. Ma fille de 17 ans et mon fils de 18 ans étaient chez des amis, et ma femme, Tracy, était chez des voisins. Dans le réfrigérateur, il y avait une cartouche de Corona, un fauteuil inclinable, moi et le chien. Et des citrons verts. Plus tôt dans la journée, lorsque j'avais réalisé que j'aurais la soirée pour moi tout seul, j'avais pris quelques citrons verts, même si je ne m'en occupais pas d'habitude. Je me sentais satisfaite. Lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, j'ai pensé que c'était Tracy qui revenait de rendre visite à sa vieille amie Lisa. Elle ne m'a pas appelé comme elle le faisait d'habitude, mais je l'entendais se déplacer devant la maison. Cela m'a semblé un peu bizarre, mais lorsque le manager des Cubs, David Ross, a retiré le lanceur de départ dans la quatrième manche avec une avance confortable, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai fait sursauter le chien une fois de plus. Il a fallu au moins 5 minutes à Tracy pour se frayer un chemin jusqu'au salon. Elle avait l'air pensif, voire anxieux. Elle ne s'est pas approchée de mon fauteuil comme elle le ferait normalement, ni ne s'est penchée pour m'embrasser. Au lieu de cela, elle s'est perchée sur le bord du canapé à ma gauche. Tout en gardant un œil sur le jeu, je l'observais de l'autre. « Bob, on peut parler un moment ?» demande-t-elle, sa voix étant à peine audible par-dessus le bruit de la télévision. À ce moment-là, elle avait toute mon attention. « Bien sûr, répondis-je. » Sa respiration semblait irrégulière et j'ai remarqué que des perles de sueur se formaient sur son front. Ma première pensée fut que quelqu'un que nous connaissions était mort ou tombé malade. « Bob, tu peux éteindre la télé ?» demanda-t-elle en serrant et desserrant les poings. Pendant un match des Cubs? Elle savait ce qu'elle demandait. Il devait se passer quelque chose de grave. Pas seulement la maladie, la mort, peut-être. Un sentiment d'impuissance s'est emparé de moi. J'ai pris la télécommande et j'ai baissé le volume. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Quelqu'un est mort? Dieu m'en garde. Personne n'est mort, répond-elle rapidement. J'ai juste besoin de toute ton attention parce que c'est très important pour moi. J'ai acquiescé en silence, l'esprit envahi de pensées sombres. Pendant ce qui m'a semblé être 30 secondes, nous sommes restés assises là, à nous regarder l'une l'autre. Je lisais la peur, voire la colère, dans ses yeux. Tu sais que je t'aime profondément et que je t'ai toujours été fidèle. Tu sais que je ne te tromperai jamais, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à cela. Les 2 bières que j'avais bues pendant le match, ainsi que le dîner, ont soudain menacé de réapparaître sur le sol du salon. Toujours silencieux, j'ai de nouveau hoché la tête. Bob, j'ai 45 ans. Tu es le seul homme avec qui j'ai été, dit-elle. Je suis toujours aussi belle en tant que femme. Mes amis m'appellent même la mère sexy. Je veux coucher avec un autre homme. Juste une fois. Juste pour ressentir le frisson d'être avec quelqu'un de nouveau. Avant que toi et moi ne vieillissions ensemble, encore une fois avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis figé. Je ne sais pas combien de temps. Mes oreilles résonnaient comme si un train passait en trombe. Non. Non. Absolument pas, ai-je crié en bondissant de ma chaise. Cela n'arrivera jamais tant que je serai en vie. J'ai fait les 100 pas pendant qu'elle me regardait les yeux écarquillés. Ce devait être un cauchemar. J'ai dû m'endormir sur ma chaise et me retrouver coincé en plein milieu. Bob, il ne s'agit pas de toi et moi, dit-elle. Sa voix est devenue plus forte, plus sûre d'elle à mesure qu'elle continuait. Il s'agit de moi, de mes besoins en tant que femme, avant tout ce qui te concerne, toi et notre famille. Au fil des ans, je pense avoir été une bonne épouse et une bonne mère. Notre famille a toujours été ma priorité. Mais cette fois, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. J'ai besoin de me sentir comme une femme sexuelle qui contrôle sa propre vie. Avec moi, tu ne te sens pas une femme sexuelle? J'ai demandé, réalisant que j'avais l'air pleurnichard et pathétique. Je te dis toujours à quel point je t'aime. J'ai l'impression de te montrer à quel point tu es désirable tout le temps. Je sais que tu le fais, et je l'apprécie. Mais c'est différent, Bob.
J'ai toujours besoin d'être validé par d'autres hommes que toi. Cela fait du bien d'être remarqué par d'autres hommes. L'idée que quelqu'un d'autre puisse me désirer de cette façon est excitante. Tu n'aimes pas quand une femme te regarde ou flirte avec toi. Je ne suis pas différent. J'aime qu'on me regarde avec intérêt. Et maintenant, après tout ce temps, j'en veux plus. L'idée d'aller à un rendez-vous, de dîner, de partager un verre de vin, puis d'être désiré par un autre homme pour une seule nuit est quelque chose que j'aimerais expérimenter. Le désir, pas l'amour. Juste pour une nuit. Ensuite, je retournerai chez toi, je serai à toi et je passerai le reste de mes jours en tant que mère et épouse. Blondie, ai-je répondu, tu es plus qu'une épouse et une mère pour moi. Pour moi, tu es tout. Tu ne peux pas me quitter pour un autre homme. Je ne te laisserai pas voir un autre homme. Tu me dis tout le temps que tu m'aimes. Pourquoi ne pas me donner ceci comme une façon d'exprimer ton amour pour moi? Je sais que c'est une demande énorme. Et si tu me laisses faire, ce sera le plus beau cadeau que tu puisses me faire, poursuit-elle. Non, dis-je fermement. Permettre cela serait la plus grande erreur que j'ai jamais commise. Tu ne me demanderais même pas si tu m'aimes vraiment. N'ai-je pas été une bonne épouse pour toi? Une excellente mère pour nos enfants? Est-ce que je ne mérite pas un laissez-passer pour cela? Avant notre mariage, tu avais beaucoup plus de femmes que je n'avais d'hommes. J'essaie juste d'égaliser un peu les chances, argumente-t-elle. En réalité, nous n'avons jamais parlé de chiffres avant le mariage. Nous n'avons parlé de notre croyance commune en la fidélité qu'après nous être mariés. Je lui ai dit, pour ta gouverne, tu es la 4e femme avec laquelle j'ai couché dans ma vie. La liste n'est pas longue. Oh, a-t-elle répondu, son ton s'adoucissant. J'ai toujours pensé que vous aviez beaucoup plus d'expérience que moi. Je n'en sais pas autant que vous le pensez. Mais j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Je veux que tu te sentes aussi bien que possible. Alors, tu ne peux toujours pas dire oui, demande-t-elle, la voix teintée de frustration. J'ai vu l'incrédulité se répandre sur son visage lorsque j'ai dit, non seulement c'est un non catégorique, mais la première chose que je ferai lundi matin sera de rencontrer un avocat pour entamer la procédure de divorce. Mais, a-t-elle balbutié. Je peux comprendre à quel point il a dû être difficile pour vous de demander un laissez-passer. Cela me dit que vous prenez cela très au sérieux. Cela me dit aussi que tu ne laisseras pas tomber, ai-je poursuivi. Cela signifie que tu finiras par obtenir ce que tu veux en agissant dans mon dos. À moins, bien sûr, que tu ne l'aies déjà fait et que ce ne soit qu'un écran de fumée pour obtenir une permission après coup. Je ne crois plus que tu ne le feras pas. Non, insiste-t-elle, la voix tremblante. Je te promets que je n'ai encore rien fait. J'ai promis de ne pas te tromper, et je le pense vraiment, ajouta-t-elle, les yeux suppliants. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, mais maintenant que tu sais que tu le veux, tu n'aurais même pas l'impression de me tromper, n'est-ce pas? Sa réticence à maintenir le contact visuel m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai encore rien fait, répète-t-elle, la voix rauque. Mais tu es toujours prêt à détruire notre famille pour ça. Tu dois avoir planifié cela depuis longtemps pour enfin trouver le courage de demander. Cela me dit que tu as déjà choisi quelqu'un. Il fait probablement partie de ce plan depuis le début. Déjeuner? Des dîners? Au moins, tu m'as déjà trahi émotionnellement. Alors, qui est-ce? Demandai-je. Elle fixa un point du mur juste au-dessus de mon épaule et murmura, je n'ai choisi personne en particulier. Pendant une quinzaine de secondes, le silence s'est installé entre nous, mon regard se plantant dans le sien. Lorsqu'elle s'est enfin tournée vers moi et qu'elle a vu la méfiance totale dans mes yeux, ses joues ont rougi. Bob, tu n'as pas besoin de savoir, murmura-t-elle. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais j'aimerais connaître le nom de l'homme qui est en train de ruiner ce que je pensais être un beau mariage. Je pourrais appeler tous tes amis proches, ton patron et tes collègues et leur demander moi-même, ai-je dit froidement. Ou vous pourriez simplement me le dire. Sa bouche s'est ouverte sous le choc. Vous ne le feriez pas, a-t-elle balbutié. Je ne le ferai pas? Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Mon mariage est en train de s'effondrer et ma vie est en ruine. De quoi dois-je avoir honte? Et mon humiliation? Elle a poussé un cri, et j'ai essayé de ne pas sourire en haussant les épaules. Non, demandai-je brusquement. Dan. Dan Wilson, a-t-elle marmonné. Bob, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Je ne promets rien, ai-je répondu.
J'ai pris la télécommande et j'ai redémarré le jeu. Avec un petit soupir, elle a balayé ses larmes, s'est levée du canapé et est montée dans notre chambre. J'ai regardé le reste du match des Cubs, mais mon esprit n'a pas absorbé le moindre détail. Après la fin du match, je suis resté devant la télévision pendant encore au moins 2 heures, mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y avait à l'écran. Bien que je pense avoir réussi à cacher la plupart de mes sentiments à ma femme, la vérité était que j'étais inconsolable. Ma femme avait l'intention de coucher avec un autre homme, et j'avais été complètement pris au dépourvu. Avec le recul, je suppose que j'aurais dû reconnaître les signes indiquant qu'elle était malheureuse, que ce soit avec moi, avec sa vie ou avec autre chose. Au cours des 3 derniers mois, Tracy s'était éloignée, non seulement de moi, mais aussi de nos enfants. Chérie, ma fille, a été la première à remarquer que quelque chose n'allait pas et à demander si Tracy et moi nous étions disputés. Moi aussi, j'avais observé une baisse de notre intimité. Ce n'est pas que je n'essayais pas, mais la fréquence de nos rapports était passée de 2 ou 3 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines. J'ai commencé à me demander si Tracy n'était pas en train de subir des changements initiaux. Puis elle a commencé à prendre des appels en dehors de la pièce, ce qu'elle faisait rarement jusqu'à récemment. Les textos qu'elle recevait constamment le soir ajoutaient à mon malaise. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle a prétendu qu'il s'agissait de Lisa, qui avait des problèmes avec son mari, Jerry. Cette explication n'a fait que renforcer mes soupçons. J'avais déjà dit à Tracy que j'avais l'intention de demander le divorce dès que possible, mais je devais d'abord examiner mon mariage et ma famille sous tous les angles. Bien sûr, je pouvais comprendre qu'un autre homme puisse être attiré par Tracy. Elle était magnifique lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, à 21 ans, et même à 45 ans, avec 2 enfants, elle ne pesait que 5 kilos de plus. Ses traits juvéniles, sa silhouette tonique et ses courbes bien proportionnées lui donnaient plutôt l'air d'avoir 35 ans. Le fait que j'ai rencontré Tracy m'avait toujours étonné. Elle n'était clairement pas de mon niveau. Je n'étais pas inintéressant ou trollesque, mais les reines de bal ne s'intéressaient généralement pas aux gars comme moi. Et 3 ans avant notre rencontre, alors que nous venions d'obtenir notre diplôme universitaire, elle avait été exactement cela, une reine du bal de fin d'année. Nous étions tous 2 inscrits au même cours d'astronomie à l'université de Purdue pendant nos premières années de licence. Tracy en avait besoin pour remplir ses obligations en matière de sciences, tandis que je l'ai suivi par pur plaisir. J'étais un peu un air à cet égard, et Tracy a vite compris que, les sciences n'étant pas son point fort, j'étais tout à fait disposé à l'aider à réussir le cours. Alors que le premier semestre touchait à sa fin, nous étions en train d'étudier dans mon dortoir lorsque Tracy s'est penchée vers moi et m'a embrassé passionnément sur les lèvres. Je lui ai rendu son baiser avec la même intensité. Lorsque nous nous sommes éloignés, Tracy a dit, « Bon sang, j'ai cru que tu étais gay pendant la majeure partie du semestre. Tu n'as jamais semblé intéressé par ce que je portais ou par mon apparence. Je pensais que je ne t'intéressais pas, mais c'était le cas. » Je lui ai répondu, « Je faisais juste de mon mieux pour ne pas me ridiculiser devant toi. » À partir de ce moment-là, nous sommes devenus exclusifs. Grâce à mes lectures obsessionnelles sur le sujet, j'ai conclu que Tracy avait encore moins d'expérience sexuelle que moi. Elle ne se plaignait jamais et semblait totalement satisfaite de tout ce que j'essayais au lit. J'ai fait des recherches sur ce que d'autres hommes de mon âge regardaient dans les films pornographiques, et ces connaissances se sont avérées utiles dès le début avec Tracy. Lors de notre 2e rapport sexuel, j'ai passé ma langue sur sa zone la plus intime et elle s'est évanouie. Comme aucune de mes 3 partenaires précédentes ne s'était jamais évanouie, j'ai d'abord paniqué, mais j'ai remarqué qu'elle respirait encore. 2 minutes plus tard, lorsqu'elle a ouvert les yeux, la première chose qu'elle a dite a été « Je t'aime, Bob ». 2 ans après l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes mariés. Notre fils est né en premier, suivi de notre fille 3 ans plus tard. Nous étions financièrement stables, Tracy travaillant dans une banque peu après l'entrée à l'école de notre plus jeune et moi en tant qu'informaticien. Notre fille était sur le point d'entrer au lycée et notre fils était à quelques mois de commencer sa première année à l'Ohio State. Dans 2 ans à peine, nous serions des nids vides. Pendant des mois, nous avons discuté de nos projets d'avenir, notamment des voyages. Depuis 23 ans, j'étais profondément amoureux de cette femme. D'un côté, il me semblait trop dur de jeter tout cela aux oubliettes simplement parce qu'elle m'avait demandé la permission de me tromper. Mais j'avais déjà fait comprendre que le simple fait qu'elle me le demande était un signal d'alarme majeur. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Étant donné qu'elle en avait parlé et qu'elle ne considérait même pas que c'était de la tromperie, bien que je l'ai certainement fait, je savais que si elle était assez désespérée pour me demander la permission,
elle était assez désespérée pour agir dans mon dos. Bien sûr, il y avait aussi le fait qu'elle et Dan Wilson avaient déjà une liaison émotionnelle et qu'ils avaient programmé une séance de kinésithérapie pour ce soir-là. À la maison, Tracy faisait tout ce qu'elle pouvait pour me dissuader de finaliser le divorce. Bob, nous n'avons rien fait, plaide-t-elle. Nous ne ferons rien, sanglote Tracy. Est-ce parce que vous réalisez que c'est mal, ou parce que vous ne voulez pas divorcer? Demandai-je. Elle a évité mon regard et n'a pas répondu. Tu as encore l'espoir que je revienne sur ma décision et que je te laisse faire? Son regard plein d'espoir a scellé notre destin. Une semaine après avoir rencontré mon avocat, j'ai signifié à Tracy les papiers du divorce. Nous avions des revenus similaires et vivions dans un état où il n'y avait pas de faute, de sorte que le partage des finances était simple. Le parent non gardien a payé une pension alimentaire pendant 1 an et nous avons réglé la question du logement au fur et à mesure, puisque les enfants n'étaient presque plus à la maison. Nous avons convenu de partager le produit de la vente de la maison. Boum. C'est fait. 21 ans. Pas si vite. Tracy a engagé un avocat très compétent qui a réussi à persuader le juge d'ordonner 4 séances de conseil psychologique, avec la possibilité de séances supplémentaires si cela s'avérait nécessaire. La conseillère, une femme d'une trentaine d'années, a partagé les points de vue de Tracy et de mes enfants. Elle s'est demandé pourquoi je pensais que le divorce était ma seule option alors que ma femme n'avait pas commis d'adultère. J'ai expliqué à la conseillère, comme je l'avais fait à Tracy et à mes enfants, que je considérais son désir d'avoir des relations sexuelles en dehors de notre mariage comme une violation de nos vœux. Cette violation avait érodé la confiance que j'avais en elle en tant qu'épouse. Même si j'avais encore quelques sentiments pour elle, je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un en qui je n'avais plus confiance. Cependant, Bob, je l'ai rassuré, je ne tenterai plus jamais une telle chose. Tu es la seule que je désire. Pendant la majeure partie des 2 séances, elle a plaidé à plusieurs reprises. S'il vous plaît, monsieur Rasmussen, vous n'allez pas changer d'avis, n'est-ce pas? Vers la fin de notre 2e séance, le conseiller a fait remarquer, je peux le voir dans vos yeux. Elle a conclu, je vais mettre fin à ce drame et conseiller au juge de permettre au divorce de se dérouler sans autre obstacle. Bien que mon opinion personnelle ne soit pas pertinente, je vais tout de même la partager avec vous. À mon avis, vous commettez une grave erreur. Il semble qu'un conseiller conjugal pourrait contribuer à préserver votre relation à long terme, d'autant plus que votre femme ne vous a pas trompé physiquement. Il semble qu'elle soit disposée à répondre à vos demandes pour sauver votre mariage et votre famille. Je l'admets, j'ai tressailli intérieurement. Tracy avait été l'objet de ma profonde affection. Cette décision n'avait pas été prise à la légère. Je vois les choses différemment de vous, Dr Baker, ai-je répondu. Vous avez parlé de compromis, mais je ne considère pas sa promesse de rester fidèle comme un compromis. Pour moi, il s'agit de respecter les vœux qu'elle m'a faits il y a 21 ans, les mêmes vœux qu'elle avait l'intention de rompre avec un autre homme. Lorsque Tracy a annoncé le divorce à sa famille, celle-ci a été complètement choquée. Le lendemain, ma belle-mère m'a appelé et a passé un bon quart d'heure à me lancer des injures, en prenant à peine le temps de respirer. Elle s'est lancée dans une tirade dès que j'ai répondu au téléphone. Ses cris n'ont cessé que lorsque mon beau-père, qui avait toujours été le plus calme des deux, lui a arraché le téléphone. Après 21 ans, tu divorces alors qu'elle ne t'a pas trompé? Bob, tu as perdu la tête, a-t-il hurlé. J'ai raconté ma version de l'histoire et, à mesure que je parlais, je l'entendais émettre des sons bas et étouffés. De temps en temps, il murmurait, vraiment? J'ai continué. À la fin de la conversation, il semblait profondément découragé. Finalement, il a marmonné des excuses et a raccroché en silence. La semaine suivante, j'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres situé à proximité. Je pensais que la 2e chambre serait utile si l'un des enfants voulait rester chez moi, mais ma fille a choisi de vivre avec ma femme pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle parte à l'université. Bien que mes enfants aient semblé comprendre ma décision de divorcer de leur mère, ils étaient tous 2 fâchés contre moi. Quelques jours après avoir emménagé, j'ai eu une conversation téléphonique cordiale avec Jerry, mon voisin. J'ai mentionné que Tracy m'avait dit que Lisa et lui avaient des problèmes conjugaux et que sa femme, Lisa, avait été impliquée dans les projets de ma femme avec Dan Wilson. Je lui ai assuré que même si sa femme avait pu jouer un rôle, je ne pensais pas qu'il était responsable de l'échec de mon mariage. Est-il possible, me suis-je demandé à haute voix, que Lisa ait également cherché un jeune étalon, étant donné qu'elle était très proche de Tracy? La voix de Jerry est devenue rauque. La voix de Jerry est devenue rauque.
Vous voulez dire que je pourrais aussi avoir des problèmes? Y a-t-il un tarif de groupe pour votre avocat? L'essor des médias sociaux a ses avantages et ses inconvénients. Le bon côté des choses, c'est qu'ils m'ont permis de découvrir beaucoup de choses sur Dan Wilson sans avoir besoin d'engager un détective privé. Environ 6 mois avant la fin de mon mariage, Dan Wilson, un collègue de Lisa, a quitté Cleveland pour s'installer dans notre bureau local. Il rentrait chez lui presque tous les week-ends pour rendre visite à sa belle fiancée, qui était toujours à la recherche d'un emploi dans notre ville. Il semblait qu'il essayait d'organiser un accueil amical dans les deux endroits, ma femme étant son option lorsqu'il était en ville. Je me suis demandé si Tracy savait que cet homme était fiancé. En fin de compte, cela n'avait plus d'importance, à moins d'appeler la fiancée de Wilson. Peu après, quelques personnes m'ont informé que le mariage de Dan avait été annulé. Son ex-fiancé lui avait dit qu'il pouvait désormais vivre à plein temps avec sa « vieille dame ». Ai-je précisé que sa fiancée était la fille d'un homme très riche? 2 semaines avant que mon divorce ne soit prononcé, Tracy et moi aurions célébré notre 22e anniversaire de mariage. Au fond de mon cœur, je devais reconnaître que la perte de ce que nous avions construit était profondément douloureuse. Cependant, plus je restais assis là avant le dîner, plus je me rendais compte que je faisais le bon choix. Si j'étais resté marié, j'aurais passé le reste de ma vie à chercher des preuves de son infidélité. Elle détestait perdre quoi que ce soit et percevait le fait de ne pas obtenir ce qu'elle voulait comme une défaite qui exigeait un châtiment. Au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne trouve un moyen de me trahir. À 22 heures, j'ai terminé un verre de whisky single malt et je me suis couché. Pour moi, c'était un toast amer, joyeux anniversaire. Vers 1 heure du matin, ma future ex-femme a répondu au téléphone. J'ai envisagé de laisser la boîte vocale, mais j'ai décidé de décrocher puisque j'étais déjà réveillé. Oh! Oh! S'est-elle exclamée, sa voix ruisselant d'un plaisir intense. Oh, diable oui! Je savais qu'elle ne jouait pas la comédie, j'avais entendu ces sons suffisamment de fois pour en reconnaître l'authenticité. Après un autre cri incohérent, Tracy a supplié son partenaire, probablement Wilson, de la prendre plus au sérieux. J'aurais dû raccrocher à ce moment-là, mais j'étais figé. J'ai écouté pendant 2 minutes supplémentaires, suffisamment longtemps pour entendre l'amant de Tracy gémir alors qu'il atteignait son point culminant. J'aurais aimé être sur une ligne fixe pour qu'elle m'entende claquer le téléphone. Au lieu de cela, j'ai raccroché avant qu'il ne commence à s'embrasser sous le coup de l'émotion. Cela a scellé notre destin. Si j'avais nourri le moindre doute quant à ma décision, il n'y en avait plus maintenant. Mon avocat m'avait conseillé d'enregistrer chaque interaction avec ma femme, et j'en avais fait une habitude. Alors que j'étais assis là, sentant ma tension artérielle monter en flèche, j'ai appelé mes beaux-parents. Dès que mon beau-père a confirmé qu'il était en ligne, j'ai appuyé sur l'application d'enregistrement de mon téléphone. Je lui ai donné 3 minutes pour écouter avant de raccrocher. J'avais le sentiment que cette pièce en un acte ne serait plus jamais jouée. Pendant plus d'1 an après le divorce, je n'ai pas ramené de femme au lit. Contrairement à ma femme, je me suis abstenu de voir qui que ce soit d'autre pendant la durée du divorce. Il est vrai que j'avais des difficultés sociales. Mon dernier rendez-vous remontait à 24 ans et je n'avais pas suivi l'évolution du paysage amoureux. Je n'avais jamais imaginé que j'y retournerais un jour. J'étais un imbécile. La scène des rencontres m'avait dépassé comme un train de marchandises à pleine vitesse, prouvant que ma stratégie d'évitement n'était pas la bonne. Ma réticence à sortir était en partie psychologique. J'étais terrifié à l'idée d'être à nouveau pris au dépourvu. J'avais fait entièrement confiance à Tracy et je n'avais vu aucun signe avant-coureur. Une chose est devenue immédiatement évidente, l'attitude des femmes avait radicalement changé depuis mon dernier rendez-vous. À mon époque, les rencontres étaient unilatérales. L'homme choisissait la cible. Lors d'un rendez-vous, l'homme demandait, l'homme planifiait l'activité et l'homme couvrait tous les frais si la cible était d'accord. Aujourd'hui, il semble que les femmes soient les chasseurs, ou du moins qu'elles aient leur mot à dire sur le déroulement du rendez-vous. Parfois, elles payaient même pour tout. Parfois, je me sentais comme une relique, un dinosaure essayant de poursuivre un guépard. Le monde des rencontres m'a également appris que le nouvel égoïsme de Tracy n'était pas unique. Les femmes modernes sur la scène des rencontres n'étaient pas seulement plus autonomes, mais aussi, dans de nombreux cas, plus égocentriques. Nombre d'entre elles étaient prêtes à sacrifier leur partenaire pour obtenir ce qu'elles voulaient, tant que cela leur était profitable, sans se soucier de l'impact sur leur entourage. Récemment, je suis passé par là, j'ai fait ça, et même un peu plus.
Je ne me plaindrai pas des aspects physiques d'une relation avec une femme d'une vingtaine d'années. Bien sûr, ils ont failli me tuer les premières fois. J'ai cru que je m'étais déchiré un muscle. Mais une fois que je me suis adapté à l'intensité physique, le plaisir était incomparable. À 45 ans, Tracy n'avait ni l'énergie ni la souplesse d'une jeune femme de 20 ans, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas douée au lit. Pendant que ma partenaire et moi attendions que je me rétablisse, ma langue et mes doigts ont fait des merveilles. Bien sûr, je n'avais plus l'endurance d'un homme de 20 ans. Mais je n'ai pas exploré que des femmes plus jeunes. Je suis sorti et j'ai couché avec des femmes âgées de 25 à 55 ans. On peut dire que je suis un adepte de l'égalité des chances. Pourtant, je me suis surtout cantonné à ma zone de confort et j'ai cherché des femmes de mon âge. Après avoir terminé une réunion avec un nouveau client à l'autre bout de la ville, je me suis arrêté au bar d'un hôtel chic, encore vêtu de mon costume. La semaine avait été difficile. J'ai commandé un verre de whisky single malt et je me suis installé sur un haut tabouret de bar. J'arrive vers 19h et, une heure plus tard, un enterrement de vie de jeune fille s'empare de plusieurs tables réservées. Ils étaient déjà bruyants et animés, au nombre d'une quinzaine. J'ai commandé de la nourriture au bar car je voulais rester dans les parages et profiter de l'ambiance. Naturellement, la future mariée était au centre de l'attention. C'était une jeune femme étonnante, d'environ 25 ans, avec des yeux bruns saisissants et des cheveux bruns clairs qui lui arrivaient à la taille. Elle a attiré mon attention presque immédiatement, j'ai toujours eu un faible pour les cheveux longs, et je me suis retrouvé à la fixer pendant quelques instants avant de me tourner vers les autres participants à la fête. C'est alors que je l'ai remarqué. Son âge suggérait qu'elle était le chaperon officiel de la soirée, et je devinais qu'elle avait une quarantaine d'années. On l'avait fait venir pour surveiller les jeunes filles, certaines innocentes, d'autres moins. Sa jupe noire à mi-cuisse, qui remontait le long de ses jambes chaque fois qu'elle s'asseyait sur le tabouret, donnait l'impression qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise. Pendant les premières minutes, elle a fait plusieurs tentatives futiles pour la rabattre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ses jambes étaient impressionnantes et son haut en soie lavande très ajusté mettait en valeur sa poitrine généreuse, que l'on voyait en partie à travers le chemisier. Son teint d'albâtre, rarement touché par le soleil, ressortait du profond décolleté en V de son haut, qui plongeait vers le centre de sa poitrine généreuse. Entre deux tripotages de sa jupe, elle jette de temps à autre un coup d'œil à sa poitrine, pour s'assurer qu'elle ne dévoile pas trop sa peau crémeuse. J'imagine que c'est l'une des plus jeunes femmes du groupe qui a choisi sa tenue, car elle semble un peu trop jeune pour son niveau de confort. J'applaudis mentalement celle qui l'avait convaincue de la porter. Les femmes s'amusaient visiblement, riaient, mangeaient et buvaient. Lorsqu'un groupe de 3 musiciens a commencé à jouer, plusieurs d'entre elles se sont levées et ont commencé à danser les unes avec les autres. Les autres hommes présents dans le pub semblent inspirés par l'énergie des femmes. La plupart d'entre eux, à l'exception de leur escorte, ont commencé à approcher les femmes à la table et sur la piste de danse. Après avoir attendu environ 5 minutes, j'ai décidé qu'il était prudent d'approcher l'escorte et je me suis dirigé vers elle. Ses yeux verts étonnants et ses cheveux bruns qui descendent jusqu'aux épaules me rappellent Jacqueline Bisset dans La Fleur de l'âge. Plus important encore, elle ne portait pas d'alliance. Lorsque je l'ai invitée à danser, elle a rougi d'une belle couleur rose. Elle a hésité brièvement avant d'accepter et, alors qu'elle se levait, rajustait sa jupe et me prenait la main, certaines des jeunes femmes présentes à la table ont déploré son départ en plaisantant. Les 2 premières danses étaient animées et j'ai remercié en privé mon ex-femme d'avoir insisté pour que j'apprenne à danser. Au cours du slow qui a suivi, j'ai été légèrement surpris lorsqu'elle a pressé son corps voluptueux contre le mien. Ses cheveux dégageaient un parfum de lys blanc, et j'ai souri en moi-même, sachant que ce n'était pas un parfum prisé par les jeunes femmes. En glissant sur la piste de danse, nous avons réussi à faire un brin de conversation. J'ai appris qu'elle s'appelait Kathleen Frank. Elle était le chaperon officiel du groupe et la tante de la mariée. Après le slow, elle m'a remercié et a commencé à quitter la piste de danse, mais je lui ai gentiment pris la main et l'ai invitée à me rejoindre au bar. Je lui ai fait remarquer que de ma place, elle avait une vue parfaite sur les filles, et elle a accepté à contre-séure, insistant sur le fait qu'elle devait garder un œil sur elle. Nous avons bavardé tout en observant les jeunes femmes. J'ai découvert qu'elle avait 48 ans et qu'elle avait divorcé après 15 ans de mariage. Elle m'a dit que son riche mari s'était remarié 3 ans auparavant et l'avait échangé contre une femme trophée de 27 ans. Elle a également admis que sa nièce, la future mariée, avait choisi sa tenue, qu'elle trouvait un peu trop jeune à son goût, car elle préférait généralement les tenues plus habillées.
Je lui ai assuré qu'elle était magnifique dans sa robe et j'ai même plaisanté sur le fait que j'étais complètement séduit par ses magnifiques talons. Il y a des années, j'avais appris que les femmes apprécient souvent les compliments sur leurs chaussures. Elle m'a demandé innocemment, « Tu ne trouves pas que j'ai l'air mal à l'aise avec ça ?» « Pas du tout », ai-je répondu. « En fait, tu es assez belle pour être mangée. » J'ai adoré le rouge cramoisi profond qui s'est répandu sur ses joues, bien que j'ai également apprécié sa teinte rosée antérieure. Nous avons parlé pendant un quart d'heure. Elle m'a demandé pourquoi je ne portais pas d'alliance, et lorsque je lui ai expliqué que mon ex-femme ne m'avait jamais trompé physiquement, mais qu'elle m'avait trahi émotionnellement, elle a semblé surprise. Je suis assez traditionnel, ai-je ajouté. Elle voulait coucher avec quelqu'un d'autre, mais ne voulait pas admettre qu'elle l'aimait. Je ne pouvais plus lui faire confiance. C'est logique, a-t-elle dit. Tout le monde doit tracer une ligne quelque part. Elle est retournée à la table de mariage peu de temps après, mais lorsque je lui ai proposé de danser à nouveau environ une demi-heure plus tard, elle a accepté avec plaisir. Cette fois, lorsque nous avons terminé, elle m'a pris la main et m'a ramené à la table où étaient assis les autres femmes et quelques hommes supplémentaires. Bien que les jeunes femmes aient été un peu turbulentes, j'ai considéré la soirée comme un succès retentissant. Lorsque Cathy m'a demandé d'être sa cavalière pour son mariage dans 2 semaines, j'ai été surprise. Je savais que je m'amuserais beaucoup plus avec toi que si j'y allais seule, m'a-t-elle dit. Tu as déjà rencontré beaucoup de filles qui seront là aussi, même si nous venons juste de nous rencontrer. Elle a ajouté, de plus, je ne serais pas obligée d'y aller toute seule et d'avoir l'air d'une idiote, alors tu me rendrais un immense service. Je ne voudrais jamais que tu paraisses pitoyable. Je serais ravi de vous accompagner le jour de votre mariage, ai-je répondu. Dites-moi simplement quelle couleur vous comptez porter, et je choisirai le costume qui vous convient le mieux. En se penchant plus près, elle m'a embrassé sur les lèvres. Un cœur de « ouah » s'est élevé de l'autre côté de la table. J'ai souri tandis que Cathy rougissait à nouveau. Je vais peut-être m'y habituer, me suis-je dit. Tout au long de la soirée, lorsque Cathy et moi ne dansions pas, je suis resté à ses côtés. À un moment donné, j'ai observé les filles de l'enterrement de vie de jeunes filles à la table, remarquant que plusieurs d'entre elles avaient manifestement abusé de l'alcool. Il n'était pas inhabituel pour moi de jouer un rôle paternel auprès des jeunes femmes, après tout, j'étais le père d'une adolescente. J'étais sur le point d'intervenir lorsque j'ai vu un jeune homme prendre l'une des femmes par la main et la guider vers les toilettes. Je me suis excusé de la table, je me suis levé et je les ai suivis discrètement. Le jeune homme, visiblement agacé par la présence d'un homme plus âgé en chemise et cravate, m'a lancé un regard méprisant. Bien que j'aie eu mon lot de frasques dans ma jeunesse, j'aime à penser que je suis encore en pleine forme, même si je ne suis pas du genre à intimider au premier coup d'œil. Parfois, faire ce qu'il faut, comme empêcher une jeune femme de devenir la proie de ce type, exige d'être prêt à une certaine confrontation. J'espère que quelqu'un fera la même chose pour ma fille si jamais elle se trouvait dans une situation similaire. Dégage de là, vieil homme, grogne-t-il, et lâche ma main. Elle est assez grande pour faire ses propres choix. J'ai lâché sa main, mais j'ai immédiatement saisi sa tête avec mon autre main, la plaquant fermement contre le mur à côté de la porte de la salle de bain. L'impact a été si violent qu'il a fissuré la cloison sèche, blessant son visage et le laissant momentanément sonner. Sa bravade a disparu instantanément et il a relâché la fille sans autre forme de procès. Le club est devenu silencieux lorsque tout le monde a réalisé ce qui s'était passé. Cathy et le reste du groupe se sont précipités, ont pris Alicia par le bras et l'ont escortée jusqu'à leur table, tandis que je commençais à la guider vers la sécurité. Le directeur du restaurant et un autre employé se sont approchés de moi. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais avoir des ennuis, mais au lieu de cela, le gérant m'a tendu la main et m'a remercié d'être intervenu. Quelqu'un a appelé la police, a-t-il déclaré. Cet homme en subira les conséquences. Je ne pense pas que vous deviez vous inquiéter, mais ils auront probablement besoin de vos coordonnées et de votre récit de ce qui s'est passé. Pour le reste de la soirée, les boissons sont offertes par la maison. Merci encore, dit le gérant en retournant à la table. Wanda, la future mariée, s'est exclamée, waouh, c'était vraiment de la folie. J'apprécie que tu ne t'occupes pas seulement de tante Cathy. Cathy s'est tournée vers moi, perplexe. Comment as-tu pu remarquer ce qui se passait? J'étais censé être le chaperon et je n'en avais aucune idée. Je suis un peu gêné. Je l'ai rassuré en lui disant, ne t'en veux pas, si vous n'êtes pas un père ou un agent de sécurité qualifié, il est facile de se perdre dans le chaos d'un groupe de 14 femmes dans un pub. La plupart d'entre nous développent ce que j'appelle la « vision du père ».
Après avoir discuté et grignoté avec le groupe, les femmes ont décidé de partir et de passer le reste de la nuit ailleurs. Me sentant plutôt bien dans la façon dont les choses s'étaient déroulées, et avec le numéro de Cathy désormais enregistré dans mon téléphone, je l'ai embrassé doucement sur les lèvres en lui souhaitant bonne nuit. Prends une chambre, a dit l'une des filles, ce qui a déclenché des rires. En regardant les femmes sortir du restaurant, je sentais encore le goût du rouge à lèvres de Cathy et je me léchais doucement les lèvres. Je suis retourné au bar où je m'étais assise un peu plus tôt. Le barman me sourit. On dirait que les choses se sont bien passées pour vous, a-t-il remarqué. Quelqu'un aurait-il pu le prédire? J'ai répondu en riant. Un enterrement de vie de jeune fille? Avant de partir, donnez-moi encore un verre pour porter un toast à ma bonne fortune. Sean, le barman et mon nouveau meilleur ami, s'est servi un double whisky en guise de pourboire pour la soirée. Pour le mariage, j'ai porté mon costume à rayures bleu marine, que je pensais assortir à la robe de mariée bleu clair de Cathy. Plusieurs membres de sa famille présents à l'événement ont fait remarquer que nous formions un couple remarquable. Tout au long de la fête, de nombreuses personnes sont venues me voir pour me remercier d'avoir veillé sur Alicia. Apparemment, la mariée avait passé les 2 dernières semaines à convaincre tout le monde que j'étais une sorte de héros. Avant la cérémonie, la sœur de Cathy, Donna Fulham, la mère de la mariée, s'est approchée de nous pour se présenter. Héroïque et beau, quelle merveilleuse combinaison, s'est-elle exclamée. Je vous suis reconnaissante d'être intervenue pour aider ces femmes il y a quelques semaines et d'avoir donné à ma sœur l'impression que son goût pour les hommes s'est amélioré. J'ai également eu la chance de faire la connaissance de Ben, le fiancé de Cathy, et de Marissa, sa fille de 24 ans. Lorsque Marissa m'a rencontré pour la première fois, elle s'est exclamée, au moins, l'un de mes parents n'est pas en train d'essayer de sortir avec quelqu'un de l'école primaire. Si vous restez assez longtemps pour être présenté, il est certain que votre père ne vous aimera pas. À la fin de la réception, il était clair pour moi que Cathy et moi étions là pour rester. Un mois plus tard, je l'ai présenté à mes enfants. Ma fille était un peu plus réservée, mais mon fils s'est rapidement mis à l'apprécier. Même si sa mère ne m'avait pas vraiment trompé, ma fille m'en voulait encore un peu d'avoir tourné la page. Mon fils, lui, a compris. Un soir, nous avons eu une longue conversation sur la loyauté et ce qu'elle signifiait pour chacun d'entre nous, et il était lui-même dans une relation sérieuse. Il y a quelques années, j'ai pris ma retraite avec ma femme, Cathy. Pour célébrer notre anniversaire, nous avons fait une croisière en Alaska. Chaque matin, avant de prendre notre douche et de commencer notre journée, nous faisons l'amour avec l'aide d'astroglide et d'un Cialis quotidien. À notre âge, la connexion compte plus que le sexe. Nos 3 enfants sont aujourd'hui mariés et épanouis. Nous avons 6 petits-enfants au total. Depuis notre divorce, j'ai parlé à mon ex-femme une 12aine de fois, principalement à l'occasion des fêtes de Noël et des mariages de nos enfants. Elle s'est remariée, puis a divorcé à nouveau. D'après nos enfants, elle me reproche toujours la trajectoire de sa vie. Elle continue à leur assurer que je ne l'ai jamais trompée. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas.